Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Tu as fait quoi? J'ai passé un week-end de repos essentiellement. J'en ai profité pour suivre aussi quelques films. Il y a une nouvelle série qui est sur Netflix là, qui fait beaucoup de bruit, Le problème à trois corps. Ah, d'accord. C'est une série de science-fiction, j'ai commencé ça. Ouais, j'ai regardé ça, mais bon, j'aime pas trop la science-fiction. J'ai plutôt aimé Gentleman. Oui, bon, Gentleman, j'ai pas encore suivi, mais en fait, il y a beaucoup de physique quantique dedans. Gentleman, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, bon, je vais regarder ça. Ouais. Et puis j'en ai profité pour terminer la série Goliath sur Amazon. Voilà, c'est essentiellement ça. Et puis bon, j'en ai profité pour rendre visite aussi à des parents pour avoir de leurs nouvelles. Sinon, grosso modo, c'est ce que j'ai. La physique quantique, c'est un truc compliqué. Compliqué. Est-ce que ça existe vraiment dans le sens où ils présentent ça dans les films? Oui. Jean-Paul, si. Tu as suivi Ant-Man, tu crois qu'on est à ce niveau de physique quantique là où un gars c'est-à-dire que va aller dans l'infiniment petit? Non, le fait qu'on ait un personnage qui puisse avoir la taille d'une particule, non, ça n'existe pas. Mais la manière, et c'est ce qui est intéressant quand vous suivez par exemple Ant-Man, c'est notamment Quantumania, on essaye de vous expliquer comment fonctionne la physique quantique. À travers des métaphores, à travers des images. Bien entendu, on veut essayer de mettre une intrigue à l'intérieur, mais grosso modo, ça respecte les grandes lignes de la loi, les grandes lignes des lois de la physique quantique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut parfois regarder ça. Mais il faut aussi partir du principe que la physique quantique n'a absolument rien à voir avec la physique newtonienne, la physique qu'on apprend en 6e, en 5e, ça n'a absolument rien à voir. Les paradigmes ne sont plus les mêmes, les postulats ne sont plus les mêmes, donc c'est un tout autre univers. En fait, il faut oublier tous les principes que l'on connaît en physique quantique, en physique newtonienne, et pour essayer d'entrer dans la physique quantique. Bon, Christopher Nolan a essayé de le faire un peu, de mon point de vue, dans son dernier film, là, pas avant Oppenheimer, l'autre, Tenet. Tenet, oui, avec je pense que c'était David de Washington. Voilà, c'était un peu trop... Non, il a raté. Il a raté le film. C'était trop compliqué. Je suis convaincu que le mec, il a raté le film. Mais en fait, le truc qu'il voulait nous expliquer, ça n'a pas marché. Voilà, mais en fait, le postulat de base, les principes... Mais sinon, c'est un bon film d'action. Voilà, ce sont des principes qui sont tirés de la physique quantique. Donc, voilà. Donc, pour comprendre, il faut quand même avoir quelques notions de physique quantique pour pouvoir comprendre ce genre de film-là. Sinon aussi, bon, vous pouvez essayer de suivre ça comme étant purement un film de divertissement en suivant comment les personnages vont évoluer, tout simplement. Mais si on veut vraiment saisir l'intrigue dans sa globalité, dans sa... Est-ce que c'est le même processus, le même procédé? Je sais pas, les Américains accusent les Chinois d'avoir des ordinateurs quantiques. Oui, les ordinateurs qui calculent à une vitesse extraordinaire. Il n'y a pas que les Chinois, les Russes aussi. Est-ce que c'est le même procédé que la physique quantique? C'est ce qu'on appelle les supercalculateurs, oui. C'est-à-dire que le calcul, ce n'est plus au calcul du million, au million de calculs à la seconde. Non, on passe au milliard de calculs à la seconde. Et donc, c'est des ordinateurs qui n'utilisent plus le langage binaire de base, 0 et 1, et tout ça, un peu comme non. Ça va dans un langage purement. Là, maintenant, c'est de la quantique pure. Donc, c'est des lasers, c'est un autre niveau de technologie. C'est vrai que les Chinois ont été les premiers à en disposer, mais les Russes aussi ont fait un grand bond en avant. Je crois il y a 2 ou 3 ans, Vladimir Poutine avait annoncé que les Russes aussi détenaient des supercalculateurs quantiques, donc des ordinateurs quantiques. Donc, ça permet de résoudre des problèmes qui jusqu'à présent étaient insolubles d'un point de vue mathématique, parce que ces ordinateurs-là, comme je l'ai dit, permettent de faire jusqu'à 1 milliard de calculs à la seconde. Donc, ça vous permet de faire un bond technologique. C'est surtout utilisé dans des disciplines comme l'astrophysique, comme l'astrophysique, oui, essentiellement. La collecte des données sur les plateformes digitales. La collecte des données aussi sur les plateformes digitales. Tout ça, ça peut, même dans l'intelligence artificielle. Donc, les Américains ont raison de faire la guerre à TikTok. Non. Parce qu'ils accusent TikTok de collecter des données. Ils font une guerre à TikTok parce qu'ils voient la Chine, et ils ont parfaitement raison de le voir ainsi, comme étant la principale menace sur leur hégémonie technologique et scientifique.
D'accord? C'est tout. Sinon, l'attitude que TikTok a vis-à-vis des Américains, c'est exactement la même attitude que Amazon, Facebook, Apple et les autres ont vis-à-vis de nous qui utilisons ces technologies-là. C'est ça la réalité. C'est que nous, peut-être, gouvernement du Sud, faute de moyens, nous n'avons pas la capacité de pouvoir de nous opposer à cette espèce d'invasion technologique qui vient du Nord. Mais il y a des pays qui ont les moyens, comme la Chine, et qui se préparent depuis des années à cette guerre-là. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas que TikTok, il y a Huawei, qui sont véritablement les instruments, les fers de lance de la technologie chinoise, et qui représentent véritablement une menace sur, du point de vue des Américains, sur leur domination dans ces domaines-là. Or, la grande force des États-Unis, ce qui en fait une première puissance mondiale, ce n'est plus son économie. C'est plutôt sa domination sur le plan technologique, tant civil que militaire. D'accord? C'est cette domination technologique qui permet encore aux États-Unis d'être la première puissance économique du monde. Dès lors qu'elle perdra cette avance technologique-là, elle ne deviendra plus la première puissance. Et donc, ça, ils le savent et donc ils sont obligés de réagir, parfois de manière brutale, mais ce n'est que de bonne guerre. Ils veulent défendre leur position, ils veulent défendre leurs hégémonies, ils veulent défendre leurs intérêts. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va au Sénégal où on va jeter un coup d'œil sur le premier gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, qu'il avait nommé comme Premier ministre. Et on peut dire que ce gouvernement, véritablement, c'est un gouvernement de rupture. D'abord, c'est Ousmane Sonko qui l'a dit. Et donc, il a choisi des hommes et des femmes en raison de leur qualité et aussi en raison d'un certain nombre de facteurs, en fonction des gouvernements dans lesquels ils ont été placés. D'abord, on a vu la rupture véritablement avec l'ancien gouvernement, c'est au niveau de 3 ministères, par exemple. Au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Pourquoi ? Parce qu'à la Défense, Ousmane Sonko a nommé le général Biram Diop, qui était l'ancien chef d'état-major des forces armées sénégalaises. Et à la gendarmerie, il a placé Jean-Baptiste Tiné, qui est aussi un ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Alors qu'au niveau du ministère de la Justice, il a placé un ancien procureur général à la Cour d'appel de Dakar qui s'appelle Ousmane Diagne. En fait, le choix de ces 3 personnalités est au fait que ces personnalités ne sont encartées dans aucun parti. Les deux généraux qui sont au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, sont des militaires retraités et ils n'ont jamais, au cours de leur mandature, peut-être posé des actes qui pourraient les ficher comme étant appartenant à un certain bord politique. Et c'est exactement aussi le cas d'Ousmane Diagne qui a été choisi au ministère de la Justice parce que c'est quelqu'un dont le sérieux est reconnu unanimement. Et puis, il faut aussi savoir que pour le reste, sur les 25 ministres et 5 secrétaires d'État, si on enlève ces 3-là, sur donc les 22 ministres et 5 secrétaires d'État qui restent, la moitié sont du PASTEF, donc le parti d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, le parti africain des Sénégalais pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et donc parmi les membres du PASTEF qui ont été choisis, on a notamment Biram Souleye Diop qui dirigeait depuis septembre 2022 le groupe parlementaire de la principale coalition de l'opposition qui s'appelle Yehui Askanui. Il a été justement nommé au ministère de l'énergie, du pétrole et des mines. On sait que c'est un poste stratégique puisque évidemment le Sénégal qui est devenu qui deviendra au courant de cette année 2024 un producteur de pétrole, et ça c'est Bassirou Diomaye Faye qui l'avait annoncé, sa volonté de vouloir renégocier notamment les contrats passés avec certaines majors qui exploitent justement ce pétrole et ce gaz sénégalais. Une autre personnalité du PASTEF, et non des moindres, il s'agit de la vice-présidente chargée des relations internationales qui s'appelle Yacine Fall. C'est une ancienne cadre des Nations Unies. Elle y a travaillé durant de nombreuses années. Elle va hériter du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Il faut savoir que c'est l'une des 4 rares femmes qui a été nommée dans ce gouvernement. Il faut savoir que dans le dernier gouvernement de Macky Sall, elles étaient 8. Or là, elles ne sont que 4. C'est le petit bémol que l'on pourrait dire de ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a moins de présence féminine, mais cela ne retire en rien la qualité des hommes et des femmes qui le composent. Et
il faut aussi savoir que certaines personnalités que l'on pensait pouvoir intégrer ce gouvernement n'ont pas été, notamment le cas de l'ancienne première ministre, Aminata Touré, qui a été premier ministre Macky Sall, qui était la première femme à diriger un gouvernement au Sénégal, qui était entrée dans l'opposition en 2019 et qui avait appelé à voter justement en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Elle n'a pas fait son entrée au gouvernement. Et donc ça prouve que, évidemment, il n'y a pas eu un véritable partage du gâteau. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il y a aussi des personnalités qui étaient dans l'équipe de Macky Sall, mais qui ont quand même pu être intégrées dans l'équipe de Bassirou Diomaye Faye, dans ce gouvernement d'Ousmane Sonko. C'est le cas, par exemple, de Serine Gueye Diop, qui hérite du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui était l'un des principaux conseillers de Macky Sall. Il faut aussi savoir que l'ancien directeur de cabinet de Macky Sall, qui s'appelle Marie Thieu Ndiaye, lui, il a été maintenu, notamment à son poste, au poste de directeur de cabinet. Lui, qui était aussi un ancien ministre de l'enseignement supérieur de Macky Sall, qui était entré par la suite en dissidence en 2019. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que principalement en dehors de ces quelques personnalités, globalement, le gouvernement est aux couleurs du PASTEF. Et dans les postes régaliens sensibles, tels que l'intérieur, la sécurité, la défense et la justice, Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye ont eu l'intelligence de prendre des personnalités neutres ou qui ont un passé neutre. Et donc, ça montre la volonté d'afficher une véritable indépendance tant dans ces ministères-là qu'ils ont décrié, notamment à l'époque de Macky Sall. Il ne faut pas oublier toutes les difficultés que ces derniers avaient rencontrées vis-à-vis de la police, qui était cette espèce de harcèlement presque permanent que Ousmane Sonko et ses partisans avaient subi pendant près de 2 ans, et aussi le fait que la justice avait été très instrumentalisé. On se rappelle de son procès pour atteinte ou détournement de la jeunesse. Donc tout ça a fait que véritablement ils veulent montrer que pour changer véritablement la justice et l'intérieur et la défense, il faut évidemment leur donner plus d'indépendance. Et quoi de mieux que de choisir des personnalités qui sont reconnues non seulement pour leur efficacité professionnelle, mais aussi pour leur neutralité politique. Le fait qu'elle n'ait pas été encartée en matière politique. Et puis, il faut aussi savoir que il y a une autre personnalité quand même, et non des moindres, qui s'appelle Abdourahmane Sarr, qui est un ancien spécialiste des questions monétaires, qui a lui aussi notamment travaillé au Fonds monétaire international, a été nommé à l'économie. Et c'est un ministère assez intéressant parce que Bassirou Diomaye Faye n'a pas caché sa volonté de sortir du franc CFA ou du moins de changer de politique monétaire, soit en misant principalement sur l'éco, et si évidemment avec ses pairs d'Afrique de l'Ouest, s'il ne parvenait pas à mettre en place cette monnaie l'éco, eh bien le Sénégal, sous sa direction, prendrait la direction de créer leur propre monnaie. Donc ces questions-là vont être justement au cœur de l'action de Abdourahmane Sarr, et on va voir véritablement ce que cela va donner. Donc de manière global, c'est ce qu'on peut dire. C'est un gouvernement constitué en grande majorité de technocrates, principalement issus des rangs du PASTEF, donc le parti de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Ce n'était pas une partie d'union nationale avec l'ensemble des formations politiques, il y en avait près d'une centaine, qui avaient soutenu justement sa candidature. Je crois que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont préféré d'abord jouer la carte de la prudence, c'est-à-dire s'entourer de personnalités que les deux connaissent et qu'ils maîtrisent pour leur confier des postes stratégiques et ainsi permettre de lancer véritablement leur action à la tête du pays. Maintenant, en prévision des élections peut-être législatives futures, peut-être qu'on verra comment est-ce que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont s'organiser pour pouvoir créer une véritable coalition présidentielle autour de, bien entendu, la formation politique qu'est le PASTEF, qui a certes été dissoute, mais je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre pour essayer de réhabiliter le PASTEF et voir maintenant dans quelle mesure en faire véritablement un parti de dirigeants,
parce que c'est déjà un parti présidentiel puisqu'ils occupent le fauteuil. Maintenant, comment en faire un parti véritablement de gestion du pays à travers une coalition qui va certainement être mise en place. Maintenant, on va voir quel type de coalition va être mise en place, avec qui ils vont nouer des partenariats. Et ce n'est qu'à l'issue de ces élections-là et dans la nouvelle configuration que prendra l'Assemblée nationale que l'on pourra voir véritablement le vrai visage de Bassirou Diomaye Faye et surtout voir la capacité d'Ousmane Sonko à pouvoir négocier avec les autres partis sénégalais, y compris ceux qui seront dans l'opposition, pour faire marcher la machine administrative et politique sénégalaise. Mais quelle est leur attitude en ce moment, Bassirou et Ousmane Sonko? Pour le moment, les choses sont claires. Bassirou est le président, Ousmane Sonko est le Premier ministre. Bien entendu, tout le monde sait que Ousmane Sonko avait été écarté par de la présidentielle par Macky Sall et que à ce titre, c'est Ousmane Sonko qui avait désigné Bassirou Diomaye Faye pour être candidat de leur parti, le PASTEF. Et donc, lui, il a été élu. Maintenant, on va voir comment est-ce que les deux hommes vont manœuvrer. Il est clair que tout le monde se demande est-ce qu'il peut y avoir deux capitaines dans un même bateau ou deux coqs dans une même basse-cour. Maintenant, tout dépendra de la capacité qu'auront les deux hommes à pouvoir manœuvrer habilement, agilement, tout en respectant. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent depuis longtemps, mais ils étaient dans l'opposition. Ils ne sont pas. La situation dans laquelle ils sont est totalement différente. Ils étaient certes dans l'opposition, mais dans une posture où c'était Ousmane Sonko qui était le patron et Bassirou Diomaye Faye qui était le principal collaborateur, qui était le bras droit. Est-ce qu'on peut dire patron ou leader? Non, c'était le patron dans le parti, dans le PASTEF. Donc maintenant, il y a une autre configuration. Le patron, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le bras droit, c'est devenu Ousmane Sonko. Maintenant, tout dépendra de la capacité des deux hommes à pouvoir manœuvrer ensemble dans cette nouvelle configuration, dans cette nouvelle posture de Bassirou en tant que chef et Ousmane Sonko en tant que bras droit, et leur capacité aussi justement à traverser et à faire face aux défis, notamment nombreux, qui attendent le Sénégal, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Nous, on repart en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.